Donc tout d'abord, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Véronique Garcia, je suis formatrice, enseignante et consultante pour la CCI en marketing. Et mon positionnement est axé sur la petite entreprise, les commerçants. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à former et accompagner des petites entreprises qui voulaient se mettre en conformité au RGPD, puisque vous imaginez bien que quand on travaille dans le marketing, dans les données, dans le recueil de données pour optimiser son efficacité dans l'entreprise, le RGPD, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser, mais comme on va pouvoir le voir, ça fait un petit peu peur. Hein. C'est le RGPD, surtout en ce moment. J'ai tendance à entendre des petites entreprises qui se disent mais bon, c'est déjà assez compliqué en ce moment, vu le contexte économique et sanitaire, que voilà, on n'a pas le temps pour se lancer dans cette démarche de conformité au RGPD. Et comme l'a bien précisé Jean-Marc, nous, avec la CCI, on a expérimenté une approche très pragmatique, très terre-à-terre, pour qu'on puisse mettre des petites entreprises en conformité et sans que ça soit une montagne à franchir, sans que ça soit l'Everest. Donc voilà, donc comme l'a dit Jean-Marc, je vais dérouler ma présentation. Je vais quand même jeter un œil sur le chat. Donc si vous avez des questions bien spécifiques sur des points qu'on est en train d'aborder, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre dans la foulée. Voilà, donc je vais partager mon écran puisqu'il y a une petite présentation d'une vingtaine de slides. Vous inquiétez pas, qu'on mettra à disposition. Alors, il faut juste que ça fonctionne. Elle est ouverte. PowerPoint. Alors voilà, c'est toujours les petits problèmes de la technique. Pourtant, ma présentation est bien là. Et Teams ne la retrouve plus. Tout ce que j'adore. C'est pour mesurer le niveau de stress. Ouais, ça doit être ça. Pourtant, elle est là. Je ne comprends pas pourquoi il ne la reconnaît pas. Aucun fichier, parcourir, PowerPoint. Allez. On avait testé, ça marchait, donc il n'y a pas de raison. Bah oui, ça marchait très bien, donc il n'y a pas de raison. Là, vous avez ouvert PowerPoint et la présentation? Qu'est-ce que je me fais? Alors, excusez-moi, je vais là peut-être l'éteindre et la relancer. Ah, des fois, on regrette le présentiel. Hein. Ah. Bon, c'est déjà arrivé que ça ne passe pas. Sinon, en mode secours, envoyez-moi la présentation, je la passe chez moi et j'avancerai les slides. Ouais. Si ça passe pas chez vous. J'ai déjà eu le cas. Hein. J'ai eu le cas. On On en a parlé. C'est pour ça qu'on a testé la semaine dernière et tout roulé. Et puis je comprends pas là pourquoi ce matin. Alors vous l'avez, hein, la présentation. Ah, c'est celle que vous m'avez envoyée? Tout à fait. Okay. Deux, trois petites choses que j'ai corrigées. Je vais quand même réessayer parce que je comprends pas pourquoi ça s'ouvre pas. Il veut pas. Ok, bah sinon je la récupère là. Je sais pas. Il veut pas la prendre. Bon, c'est pas... je tente le coup chez moi et puis oui, allez-y. Hein, le temps de l'ouvrir.
Et puis j'avancerai les slides. Voilà, elle est ouverte. Maintenant, partage. Alors, diaporama PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Oui, on Oui. le voit. Eh ben, on y va. Donc, je suis aux ordres pour passer les slides. D'accord. Alors moi, je la vois même pas. C'est ça qui est Elle assez s'affiche pas? Attendez, ça mouline. Je me demande si c'est pas la connexion Internet qui... Alors, dans le chat, pour les autres participants, est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est bon? Oui. A priori, oui. OK, parfait. Très bien. D'accord, très bien. Bon, il n'y a que moi qui ne le vois pas, c'est quand même magnifique. Hein, c'est Bon. le corps de... Voilà, c'est bon. C'est bon, donc vous pouvez passer à la prochaine, Jean-Marc, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'objectif de cette présentation, au-delà d'apprendre à utiliser Teams, donc une compétence qu'il va falloir que je maîtrise un petit peu mieux apparemment. Donc, c'est vraiment comprendre et maîtriser les enjeux du RGPD et surtout dédramatiser sa mise en conformité, comme je vous ai expliqué en préambule, et proposer un process de mise en conformité simple, rapide et efficace, comme on a pu déjà le tester avec la CCI. Et bien entendu, à l'issue de cette présentation, on a envie que vous envisagiez la mise en conformité du RGPD sans stresser et surtout que vous ayez envie de vous lancer. Voilà. Slide prochaine, s'il vous plaît, monsieur. Donc, le sommaire de cette présentation. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que raconte la presse, ce que nous dit la presse sur le RGPD. Et surtout donc avec une revue de presse, car je pense qu'une des raisons qui explique un petit peu cette peur de se lancer dans cette démarche de conformité, c'est ce qu'on entend dans les médias et surtout ce qu'on entend sur les sanctions financières de certaines entreprises. Dans un deuxième temps, on expliquera ce que c'est le RGPD. Quand on parle de données personnelles, puisque c'est la base du RGPD, on parle de quoi? Qui est concerné par le RGPD? Toutes les entreprises, les grandes, les petites. Là aussi, on y reviendra pour que les choses soient très claires. Les avantages, parce que moi, je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai toujours tendance à trouver des avantages à une réglementation, ce qui peut paraître contraignant à la base, comme nous allons pouvoir peut vraiment permettre d'apporter, être vraiment source, création de valeur pour l'entreprise. Donc, on verra ces 6 avantages. Et la partie 6 qui, à mon avis, va vous intéresser le plus, c'est cette mise en conformité, le process qu'on a développé avec la CCI en 4 étapes qu'on vous présentera dans les grandes lignes. Le DPO, ça c'est un élément clé du RGPD. Est-ce que je dois avoir cette personne, ce délégué à la protection des données au sein de mon entreprise, en interne ou en externe? Là aussi, on est là pour apporter un choix éclairé à vous et à vos entreprises. Enfin, l'élément central du RGPD, c'est la CNIL, qui est source, qui vous apporte énormément d'outils, de formation et qui répond à vos questions avec des personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui peuvent vous aider à mettre en place cette conformité. Et on terminera donc pour y arriver, ce qu'on peut mettre en place avec vous et avec la CCI. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, pour revenir à ce que je vous disais en préambule, j'ai fait un petit tour sur le net de ce qui se raconte des sanctions financières par rapport au RGPD. Donc, juste pour vous donner une idée par rapport au RGPD, en 2019, c'est 17 000 plaintes qui ont été déposées par des consommateurs auprès de la CNIL. Donc, c'est pas rien. Et la CNIL accorde énormément d'importance justement à cette protection des données, à cette protection du consommateur. Et ce n'est pas pour rien si la France est le pays qui a infligé le plus d'amendes et les plus lourdes amendes en matière de RGPD. Alors, on retient des chiffres comme 400 000 € contre Uber, 400 000 € contre Sergic, qui est une société dans l'immobilier. Je crois que c'est 50 millions d'euros contre Google, 250 000 € contre Bouygues. Alors, ça fait un petit peu peur et c'est assez déroutant, mais vous devez
comprendre qu'à la base, la CNIL n'est pas là pour sanctionner et récupérer de l'argent. La CNIL, un de ses premiers objectifs, c'est d'accompagner les entreprises. Donc la sanction, l'amende, elle ne vient pas du jour au lendemain, qu'on soit bien d'accord. Le jour où les contrôleurs de la CNIL arrivent dans votre entreprise, vous n'allez pas tout de suite avoir la facture de l'amende. Et en général, vous avez, dans un premier temps, vous devez montrer les démarches que vous avez entamées. Et si des démarches ont été faites, la CNIL ne sera pas là pour vous sanctionner tout de suite. La CNIL vous sanctionne si effectivement, après sa première, deuxième, troisième visite, il ne se passe rien et là, vous ne vous mettez pas en conformité. Mais si vous faites preuve de bonne foi, de bienveillance et vous montrez que vous êtes mis dans une démarche de conformité, peut-être pas que tout est au carré tout de suite, mais la CNIL sera plus là pour vous accompagner que vous sanctionner. Donc voilà pour la petite introduction sur ce que racontent les médias et ce qui, à mon sens, fait un petit peu peur aux entreprises, puisque le montant annuel de l'amende peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc voilà, ce qui explique que ces amendes pour Google ou pour Uber peuvent être très importantes. Slide suivante, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Donc, le RGPD, c'est quoi ? Donc, il faut savoir que les données sont vraiment au cœur de la chaîne de valeur dans les entreprises de nos jours. Bien gérées et sécurisées, elles peuvent permettre de gagner en efficacité, en compétitivité, de personnaliser l'offre pour le client, de conforter la relation client. Et on est tous soumis à ces offres qu'on reçoit d'enseignes où nous avons des comptes de fidélité et souvent on est bien content de recevoir une offre pour son anniversaire, pour la rentrée, pour des occasions particulières. Et ça, c'est possible grâce à la donnée, qui est vraiment l'or noir du 21e siècle. Les entreprises ont besoin de personnaliser l'offre. Les clients ne veulent plus recevoir des offres qui tapent à côté, qui ne sont plus en adéquation avec leurs attentes. Et la récolte de données permet de répondre à ces besoins et ces attentes clients. Alors, c'est bien beau de récupérer la donnée, mais après, qu'est-ce qu'on en fait et surtout, qu'est-ce que l'entreprise en fait et est-ce que ces données que l'entreprise va récupérer sur moi, sur ma famille, sur mon foyer, sont sécurisées. Donc, le RGPD est là. Donc, pour la définition du RGPD, ça veut dire Règlement général pour la protection des données. Et il désigne la dernière directive européenne concernant les données personnelles qui a été publiée en 2016 et qui est entrée en application en France le 25 mai 2018. Donc, en fait, le RGPD, ce n'est pas quelque chose de nouveau en France. Ça va tout simplement dans la continuité de la loi informatique et liberté de 78, qui va renforcer le contrôle des citoyens dans l'utilisation qui peuvent être faits de leurs données. Et surtout, ce que dit la législation, c'est qu'une entreprise n'a pas le droit de prendre des données s'il n'y a pas un objet spécifique. C'est-à-dire que si je décide de payer mes salariés par chèque, par exemple, je ne sais pas si c'est encore possible, mais je n'ai pas le droit de demander le RIB parce qu'il n'y a pas d'objet spécifique. Et si je demande une donnée à un salarié, à un consommateur, à un client, au-delà de l'objet spécifique, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à prendre cette donnée, je dois avoir le consentement de cette personne pour pouvoir utiliser cette donnée. Voilà. Jean-Marc, s'il vous plaît, next. Donc, données personnelles, de quoi parle-t-on? Donc, il faut vraiment entendre le terme données personnelles d'une façon. Alors, la donnée personnelle, c'est quoi? C'est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc, une donnée, tout simplement, ça peut être des données directes, le nom et le prénom, mais ça peut être une donnée indirecte dans le sens où ça va permettre de se rapporter à une personne physique. C'est-à-dire qu'un numéro client avec un identifiant, un numéro de téléphone, une donnée biométrique ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physiologique, génétique ou autre, même la voix ou l'image, ce sont des données, même s'il n'y a pas le nom et le prénom, ce sont quand même des données qui vont permettre de remonter à la source, à savoir la personne physique. Next, s'il vous plaît.
Donc, qui est concerné par le RGPD? Alors, je ne sais pas si autour de la table, nous avons plus de PME, de TPE, de grandes entreprises. En tout cas, messieurs, dames, vous êtes tous concernés par le RGPD. Donc, tout organisme, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité peut être concerné. En effet, le RGPD s'applique aussi bien à des organisations privées ou publiques, toutes les organisations qui traitent des données personnelles, pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire européen et dès que son activité cible directement des territoires européens. Donc, ça veut dire qu'une société qui est établie en France et qui exporte ses produits au Maroc ou ailleurs doit respecter le RGPD. Dans l'autre sens, et de la même manière, une société qui est établie en Chine, qui a un site e-commerce et qui commercialise avec les pays de l'Union européenne, a l'obligation de respecter le RGPD. Donc le RGPD concerne aussi tous les sous-traitants qui traitent des données pour le compte d'organismes. Vous avez l'obligation de sécuriser ces données. Ainsi, si vous traitez des données pour le compte d'une autre entité, par exemple une entreprise, une collectivité, une association, vous avez des obligations spécifiques pour garantir la protection des données qui vous sont confiées. Vous ne pouvez pas vous mettre la casquette en disant non, je ne suis que sous-traitant, et la sécurisation de ces données incombe à la personne qui récolte des données. Next. Donc les avantages, comme je vous ai dit, je suis de nature plutôt optimiste, et donc je vois toujours des avantages à ces réglementations. Hein. Donc tout d'abord, et ça me semble vraiment un point très important, c'est la confiance. C'est vraiment mettre en place une relation de confiance entre l'entreprise et le consommateur, et lui expliquer que voilà, je prends des données vous concernant, je vous prends des informations personnelles sur votre adresse, vos numéros de téléphone, votre email. Je m'engage à respecter vos droits et je m'engage à protéger ces données. Et ça, c'est important. Je discutais avec un étudiant cette semaine qui a fait un stage dans une compagnie d'assurance, et quand ils sont en contact avec des clients ou surtout des prospects, ils commencent par poser quelques questions à leurs prospects, et en règle générale, très très vite, la notion de qu'allez-vous faire avec ces données arrive sur la table, à juste titre. À juste titre parce que moi personnellement, comme vous j'imagine, on n'a pas envie que nos données soient éparpillées un peu partout, que l'entreprise ne prenne pas en considération la protection de ces données. Je vous donne un autre exemple. J'ai ma fille qui a 14 ans, qui recherche un stage dans le cadre d'une semaine de stage dans le cadre de sa 3e. Est-ce que moi j'ai envie, quand elle distribue son CV, que ce CV soit dispatché partout dans l'entreprise? Qui va avoir accès à ces données? Moi, j'ai besoin d'être sécurisée pour qui va avoir accès à toutes ces données concernant mon enfant ou me concernant. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place une démarche spécifique par rapport à ces données et prouver aux consommateurs, aux clients, que les données vont être sécurisées par l'entreprise. Donc, c'est vraiment pour renforcer la confiance. Hein. Améliorer l'efficacité commerciale, j'en parlais tout à l'heure, hein, les données, c'est vraiment l'or noir maintenant de l'activité de beaucoup d'entreprises. Et il est important de maintenir ces fichiers à jour, et surtout dans l'intérêt du développement du chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit, on est de plus en plus dans la personnalisation de l'offre. Pour ne pas tomber à côté, il est important que régulièrement, on soit au fait que nos fichiers clients soient toujours à jour. Comment ça se traduit dans les entreprises? Je me rappelle qu'il y a une époque, il y a fort longtemps, quand on envoyait des mailings papier, on avait des centaines et des centaines de NPAI, donc c'est-à-dire, vous savez, ces courriers qui reviennent parce que les adresses sont plus bonnes. Ça a un coût. C'est un coût, le coût de l'enveloppe, de l'impression, le coût du timbre, qui n'est pas moindre. Et justement, grâce au RGPD, assurer une mise à jour de ces fichiers, c'est aussi
efficacité commerciale ou dans le sens, je vais moins dépenser et mon retour sur investissement, mon ROI, comme on dit souvent, devrait être optimisé. Mieux gérer son entreprise, c'est aussi collecter les informations dont j'ai vraiment besoin. Est-ce que ça sert à quelque chose de collecter des informations sur la taille de mes clients alors que c'est une information que je ne vais pas traiter. Donc, ça nous permet vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui m'est utile. Et je vous rappelle qu'une donnée, vous n'avez pas le droit de la récupérer, sauf s'il y a un objet spécifique à récupérer cette donnée et si vous avez le consentement de la personne. Donc, mieux gérer votre entreprise, c'est collecter des données dont vous avez vraiment besoin. Vous avez des salariés, vous n'avez pas de chèque cadeau, de chèque vacances liés aux enfants. Ça vous concerne de savoir s'ils ont des enfants ou pas. Est-ce que c'est une donnée que je dois enregistrer? Est-ce que c'est une donnée que je dois traiter alors qu'il n'y a aucun intérêt à ce que moi, en tant qu'entreprise, je gère cette donnée? Voilà. Next, monsieur. Jean-Marc, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ah, je pense que vous en avez loupé une. Entre les deux. Alors, il me manque... C'est pas bon? Non, c'est celle d'avant. Voilà, voilà, c'est bon, 3. Il y a 6 avantages. Donc, on arrive à la troisième avantage qui est améliorer la sécurité des données de votre entreprise. Les failles, vous le savez comme moi, il peut y en avoir. Se mettre en conformité avec le RGPD, c'est se dire, tiens, je vais un petit peu réfléchir à ce qui est mis en place dans mon entreprise pour sécuriser les données. Les données, c'est l'or noir, c'est grâce à ça que je peux générer du chiffre d'affaires, c'est grâce à ça que je peux répondre vraiment aux besoins, aux attentes de mon client d'une manière très spécifique. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ces données. Et j'ai besoin qu'elles soient sécurisées. Vous protégez votre logo, vous protégez votre nom. À l'instar de tout ça, les données aussi doivent être protégées. Vous devez mettre en place des mesures de sécurité particulières, informatiques et physiques. Quand je dis physique, est-ce que je dois laisser traîner des CV partout de personnes qui sont venues les déposer dans l'entreprise? Je ne pense pas. La mise en conformité permet de se poser ce genre de questions. Quatrièmement, c'est rassurer vos clients et donneurs d'ordre et ainsi développer votre activité. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la relation de confiance. Vos donneurs d'ordre sont tout le monde est très attentif à ce respect des données. C'est aussi, et ça peut être un vrai avantage concurrentiel en disant, voilà, nous, je vous assure, nous, on a mis en place les dispositifs nécessaires pour sécuriser les données de vos clients, de nos clients. Et ça, c'est un gage de confiance. Et ça peut être un avantage concurrentiel dans le sens où, en 2018, quand le RGPD a été mis en place, seulement 20% des entreprises étaient en conformité. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup plus à l'heure actuelle. Comme je vous dis, il y a encore beaucoup de plaintes. Avoir mis en place cette démarche, être dans une posture de conformité, c'est aussi un moyen de vous démarquer de vos concurrents. Et finalement, un des avantages de la conformité, c'est aussi créer des nouveaux services, comme la portabilité des données. Puis ça peut... depuis la crise sanitaire, depuis le confinement, on est tout le temps en recherche on est beaucoup en recherche de créativité et surtout d'innovation pour développer de la création de valeur dans les entreprises. Pourquoi justement les données que vous avez ne peuvent pas être utiles à d'autres services, à d'autres produits, supports que vous pourriez proposer à vos clients. Next, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va arriver dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que tout ça, c'est bien beau, vous allez certainement me dire, c'est de la belle théorie, mais maintenant, moi, je fais quoi? Moi, je fais quoi demain matin pour me mettre en conformité au RGPD? Et c'est le but de cette formation aujourd'hui. Alors, nous, on a, avec la CCI, on a testé ce process en 4 étapes. La première étape, c'est recenser les données. Où c'est que j'ai des données dans l'entreprise? Où c'est que j'ai des données sur mes ordinateurs,
ordinateurs de tous mes collaborateurs. Je dirais que ça, c'est le travail qui est le plus long. Trouver où il y a de la donnée, la recenser et la lister. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le tri dans ces données. C'est-à-dire que pour chaque donnée, on va se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un objectif à ce que j'ai cette donnée? À quoi ça sert? Donc, on va établir un tableau, c'est ce qu'on appelle une fiche de registre, qui va nous permettre de dire, ben voilà, il y a un objectif particulier à cette donnée, et cette donnée, ben, je vais donner accès à telle et telle personne dans l'entreprise, et je vais la stocker, et je vais la sécuriser de telle manière. La troisième étape, ce sera la sécurisation des données. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour sécuriser ces données, pour être conforme au RGPD? C'est tout simplement, c'est la rédaction de procédures qui vont permettre d'expliquer qu'est-ce qui existe dans l'entreprise. Ça c'est des choses qui existent souvent, dans la majorité des cas, la sécurisation des données, mais souvent, c'est tout simplement pas sécurisé. Et une procédure expliquant ce qui est mis en place, ça suffira à la CNIL pour expliquer tout ce que vous avez mis en place pour sécuriser vos données, et si c'est le cas. Et je vous montrerai un exemple de procédure toute simple qu'on a mis en place dans une entreprise. Voilà, ils ont rempli ça. Demain, les contrôleurs de la CNIL arrivent, ils ont un dispositif de sécurisation des données et ils l'ont expliqué dans une procédure, dans un process qui est mis à jour de manière annuelle. Et la quatrième étape, qu'est-ce que je fais pour permettre la rectification de ces données? Quel est le dispositif que je mets en place? Donc, ça peut être dans les conditions générales de vente, par exemple, avec une adresse mail spécifique, dédiée pour les clients, voire pour les collaborateurs, en disant « Demain, vous avez un compte de fidélité chez nous, demain vous êtes salarié chez nous, voilà. Vous voulez que ces données soient modifiées, soient rectifiées, soient ajustées, bah, tout simplement, vous avez accès à un mail dédié pour cet objectif. Alors, slide suivante, s'il vous plaît, monsieur. Donc, la première étape, comme je vous le disais, ben, c'est quoi? C'est recenser les données. Alors là, c'est un tableau. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tous ces tableaux sont disponibles gratuitement sur le site de la CNIL. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Il va falloir mettre les coordonnées du responsable de l'organisme. Quand on est sur des TPE, c'est souvent le dirigeant de l'entreprise ou le directeur du service. Ça peut être le directeur du service marketing, le directeur du service commercial. Son représentant. Et on faudra mettre les coordonnées du DPO, le délégué à la protection des données, un aspect sur lequel on reviendra. Et là, je liste mes données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Ben, j'ai des données pour, on voit l'exemple ici, la gestion de la paye. Ben, c'est assez logique, il n'y a rien d'inhabituel. Donc, j'ai le nom du traitement, gestion de la paye, je lui donne une référence, numéro 1, numéro A, comme vous l'entendez, la date de la création de la fiche, la date de la dernière mise à jour, le cas échéant, et la finalité du traitement. Pourquoi je prends des données personnelles de mes salariés sur ce traitement, sur la gestion de la paye? Eh bien, tout simplement, j'ai besoin d'avoir des données pour les payer, pour calculer leur rémunération, pour calculer le montant des versements adressés aux organismes sociaux. Et voilà, j'ai expliqué pourquoi je prends des données personnelles à mes collaborateurs, à mes salariés, pour tout ça. Donc, il y a une finalité qui est bien précise. Et vous avez une colonne juste à côté qui s'appelle données sensibles, oui ou non. Est-ce que c'est une donnée sensible? On va revenir sur le point de données sensibles juste après. Suivant, s'il vous plaît, monsieur. Données sensibles. Donc voilà, on y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est des données sensibles? Donc, c'est une catégorie de données personnelles. Hein. Donc, en général, ce sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques, aux fins d'identifier des personnes physiques de manière unique. Donc, je dois avouer que bien souvent dans les entreprises avec lesquelles je travaille, je vous ai dit, hein, je suis positionnée sur les petites entreprises, sur les TPE, les données sensibles, il n'y en a pas. Dès qu'on n'est pas dans la santé, dès qu'on n'est pas dans les organismes publics, on est peu axé sur les données sensibles, ce qui, vous allez le voir, va beaucoup nous simplifier la tâche de ne pas traiter des données sensibles. Next, s'il vous plaît, monsieur. La deuxième étape, donc, on a recensé toutes mes données.
Et on a donné un nom à chaque fichier. Gestion de paye, on l'a vu, et on sait pourquoi on prend ces données. Pour chaque fichier, pour chaque nom de traitement, on va faire le tri, on va faire une fiche de registre. Donc la gestion de la paye, comme vous pouvez le voir ici, je vais reprendre ma référence, la date de création, la date de mise à jour. Je vais reprendre le nom des responsables du traitement, le délégué à la protection des données, le DPO, la société DPO, le cas échéant. En l'occurrence, là, dans l'exemple, il n'y en a pas. Je remets la finalité du traitement. Pourquoi je prends ces données? C'est-à-dire que je vais expliquer que c'est pour calculer les rémunérations, pour payer mes salariés, pour payer les cotisations sociales, etc., etc. Puis après, je vais expliquer les catégories des données concernées. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme données de mes salariés pour réaliser cette tâche, à savoir la gestion des paies? J'ai pris leur nom, leur prénom, leur adresse, j'ai pris leur RIB, j'ai pris leur numéro de sécurité sociale, etc. Je liste toutes les données que j'ai prises, tout simplement. Et concernant la durée de conservation, c'est pas très compliqué. En général, c'est la durée légale. Donc, de mémoire, alors je ne suis pas une spécialiste en RH, mais je crois que vous devez garder 5 ans les données par rapport à des fiches de paye. Après, je vais lister les catégories de personnes qui sont concernées par ces données. Ça va assez vite, hein, c'est les salariés. Donc là, vous voyez, c'est une ligne. Et à qui est destinataire de ces données? À qui je donne accès à ces données? Donc, souvent, il y a le dirigeant d'entreprise, il y a peut-être le ou la DRH, il y a éventuellement une assistante. Je vais juste lister les personnes qui ont accès à ces données, tout simplement. Enfin, les mesures de sécurité que j'ai mis en place pour sécuriser ces données. Très souvent, ce que je fais référence à une procédure qui a été mise en place pour sécuriser les données. Voilà. Donc, la procédure, la sauvegarde des données, éventuellement le nom des logiciels et transfert de données hors Union européenne. Moi, j'ai jamais traité ce genre de cas, mais c'est assez rare. Donc, voilà pour cette fiche. Alors, cette fiche, elle peut vous paraître complexe. Je peux vous assurer qu'elle est remplie en 10 minutes maximum. Alors, il faut lister, j'ai une question, il faut lister le nom de la personne ou son poste. Alors, il faut lister le nom de la personne ou son... je n'ai pas très bien compris la question. De quelle personne vous parlez? Dans les destinataires? Non, vous n'avez pas à mettre Madame Dupont, si c'est votre question. Vous avez à mettre le responsable des ressources humaines. Voilà, parce qu'en plus, ça peut être changé. Vous devez mettre la fonction de la personne. Le fait que le RIB soit donné à la banque, du coup, vous mettez que la banque fait partie des destinataires des données pour payer la personne. Ok, merci. Jean-Marc, s'il vous plaît, next. Voilà, la troisième étape. Donc, j'ai fait la liste de où je trouvais toutes mes données. Donc là, j'ai une liste. Alors, ça peut être à peu près une dizaine de traitements. Entre la gestion des payes, la gestion des CV pour le recrutement, ça peut être la gestion d'un fichier client. Et j'ai listé tout ça, c'est mon inventaire. Je vais plus dans les détails de chaque traitement avec les fiches de registre. Comme je vous le disais tout à l'heure, le plus long, c'est vraiment de trouver où c'est qu'il y a de la donnée. Parce qu'en fait, les entreprises ne s'en rendent pas compte, mais de la donnée, il y en a partout. Et ça prend un petit peu de temps. Et une fois qu'on a fait tout ça, moi, j'ai développé sur un tableau Excel d'une manière tout à fait simple. C'est des modèles, voilà. Où je reprends en cas de piratage. Vous voyez, il y a toute une procédure au bas de cette feuille. Ça, c'est la procédure CNIL, hein, tout simplement. Hein. C'est la CNIL qui dit, voilà, vous vous êtes fait voler vos données, vous avez 72 heures pour réagir, vous devez nous en informer, etc. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est vraiment du copier-coller dans le cadre de la procédure CNIL. Donc, j'ai fait ma liste de traitements, je fais une fiche de registre pour chaque traitement. Je fais une procédure qui explique comment
je fais dans mon entreprise, quels sont les outils que j'utilise pour sécuriser ces données. Ça, souvent les entreprises l'ont, mais ne l'ont pas formalisé, l'ont pas écrit. Donc, ils écrivent toute cette procédure, tout ce process dans leur procédure qu'ils enregistrent, qu'ils mettent à jour, bien entendu, régulièrement. On reviendra sur le rôle du DPO et du référent RGPD dans l'entreprise. Et quatrième étape, monsieur Jean-Marc, s'il vous plaît. La quatrième étape, c'est je dois permettre la rectification de mes données. Je dois permettre cette rectification à mes salariés, mes anciens salariés. Je dois permettre cette rectification à mes clients. Là, tout simplement, je dois réfléchir. Alors ça, c'est le chef d'entreprise, hein, ou ça peut être le responsable marketing ou communication qui dit, voilà, nous, on va donner accès, par exemple, sur notre site web, il y aura un onglet, on fait développer un onglet pour que les gens puissent remplir un formulaire sur notre site internet précisant, je veux que mes données soient corrigées, modifiées, annulées. Et ça, une fois que j'ai mis en place l'outil, tout simplement, j'écris dans une procédure qu'est-ce que j'ai mis en place pour que la rectification des données soit possible pour mes collaborateurs, pour mes clients, pour mes consommateurs. Donc là, voilà, j'ai mes 4 étapes. J'ai la liste de toutes mes données. Pour chaque traitement, j'ai un registre, une fiche de registre qui explique en détail où sont ces données, où c'est qu'elles sont stockées, qui y a accès, combien de temps je les garde, c'est la fiche de registre. La troisième étape, j'écris une procédure sur les outils que j'ai mis en place pour sécuriser ces données. Et la quatrième étape, j'ai aussi mis en place une procédure pour permettre à toutes les personnes avec qui j'ai traité, toutes les personnes de mon entourage client ou salarié, leur permettre de rectifier ces données. Et là, j'ai mes 4 étapes. Vous mettez ça en place le lundi, le mardi, personne de la CNIL va venir vous voir. Peut-être que ce ne sera pas exactement, vous ne serez pas allé au bout du bout, parce qu'il y a peut-être, je ne connais pas vos entreprises, il y a peut-être des données sensibles. Donc là, il faudrait aller un petit peu plus loin. Mais déjà, d'avoir mis en place cette démarche, je peux vous assurer que peu d'entreprises en sont là, surtout des petites entreprises. Donc, ça sera déjà très, 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 très bien. Voilà. Next, monsieur, s'il vous plaît. Donc, ces 4 étapes. Et je reviens à la notion de DPO, donc le délégué à la protection des données. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une information qu'on vous demande de remplir dans la liste des traitements. Et là aussi, j'ai envie d'attirer votre attention sur cet aspect-là. J'ai pu constater autour de moi de connaissances, surtout des petites entreprises, où on explique aux gens qu'ils ont besoin d'un DPO pour protéger leurs données, pour être conformes à la CNIL. Alors, vous imaginez bien que c'est pas gratuit, que c'est une prestation payante quand on fait appel à un DPO en externe. Et bien souvent, j'ai une amie qui a pris un DPO en externe, qui lui a été facturé 700 €. Et en fait, on lui a envoyé les 3 tableaux que je viens de vous montrer. D'accord? Donc, un DPO, ce n'est pas obligatoire. On soit bien d'accord. Dans certains cas, sauf si vous êtes dans un organisme public où il y a où la gestion de données sensibles, mais c'est fortement encouragé. Attention, hein, le DPO, c'est la personne qui est en charge de la protection des données, mais il n'est pas responsable. C'est-à-dire que si il y a sanction, c'est pas le DPO qui va prendre, c'est bien entendu le responsable du traitement. Bien souvent dans les TPE, c'est souvent le chef d'entreprise qui demeure responsable. Idéalement, le DPO, il faut qu'il soit en Europe, dans l'Union européenne, pardon. Et il existe 2 formes de DPO, c'est ce que je vous le disais, en interne ou en externe. Donc, il peut être membre du personnel. Là aussi, il faut faire attention parce qu'il ne peut pas être jugé parti. Donc, tout le monde ne peut pas être DPO dans une entreprise. Il peut être externe, mais là, voilà, c'est une facturation. Mais comme je le rappelle, et je l'avais mis en gras, ce n'est pas obligatoire. Donc, dans les petites entreprises, souvent, il n'y a pas de DPO parce qu'il y a eu un choix stratégique de ne pas avoir recours à un DPO en externe parce que ça a un coût. Par contre, moi, ce que j'encourage toujours, c'est, s'il n'y a pas de DPO, d'avoir un référent
Un référent, tout simplement, c'est la personne qui connaît un petit peu plus le dossier RGPD et qui va être capable le jour où les contrôleurs de la CNIL arrivent et vous demandent de présenter votre dispositif et votre démarche de conformité RGPD, le référent DPO, le référent data, le référent RGPD, qui n'est pas forcément DPO, est à même de répondre. Et là, en général, ça sécurise quand même, souvent le dirigeant d'entreprise d'avoir une personne qui est responsable et qui maîtrise le dossier. Slide suivante, et je suis en train de regarder l'heure, il faut que je me dis, il faut que j'arrête un petit peu de parler. Je suis un peu trop loin, on ne va pas pouvoir avoir le temps pour les questions si je parle trop. Donc la mission du DPO en interne ou en externe, donc c'est la mise en conformité, c'est-à-dire c'est le travail que je viens de vous présenter, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être fait en interne. Réaliser des mises à jour, moi ce que je préconise toujours, c'est de fixer une semaine par an, où c'est la semaine où je reprends tout le dossier RGPD, je fais un audit en interne, hein, tout simplement, et je regarde s'il y a des modifications à apporter. Donc ça peut être, c'est la mission du DPO, mais ça peut être, s'il n'y a pas de DPO, ça peut être la mission du référent data. Rédiger, communiquer, mettre à jour les différentes procédures au RGPD. Là aussi, toutes les procédures qu'on a vues, ça peut être fait assez vite, hein. Vous n'avez pas besoin de 3 semaines pour rédiger tout ça. Veiller à l'application des procédures. Si on me dit que c'est le DRH qui a accès aux données des salariés pour la gestion des payes, ce n'est pas une autre personne. Voilà. Donc à lui, dans le cadre d'un audit, peut-être de checker que tout ça est bien respecté, ce qui est écrit tout simplement dans la fiche de registre. Informer. En cas de, alors, j'ai une question, je vais répondre tout de suite. Qui est le responsable légal en cas de manquement? Alors, le référent n'est pas responsable, c'est le responsable de traitement, qui est souvent dans les entreprises, c'est souvent le dirigeant. Voilà. Donc, le référent n'est en aucun cas responsable en cas de manquement. Le DPO n'est pas responsable en cas de manquement. C'est toujours le responsable du traitement. Ça peut être le directeur marketing, ça peut être le dirigeant de l'entreprise. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, autrement on y reviendra tout à l'heure. Informer, conseiller les responsables de traitement. Voilà, vous voyez, on y revient. Donc, le référent est aussi là pour dire, écoute, là, c'est bien beau, hein, tu veux faire un fichier client, tu demandes dans ton questionnaire pour les cartes de fidélité la couleur de cheveux des clients. Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que c'est un objet spécifique? Je ne pense pas. Donc, il est aussi là pour informer, pour veiller. Contrôler le respect du droit national en matière de protection des données. Hein, donc, éventuellement se mettre des alertes, des veilles. Ça peut être fait via des réseaux sociaux, se mettre en alerte sur des modifications. Et le site de la CNIL est vraiment très très bien fait, puisque quand il y a des modifications qui sont apportées, il vous informe. Coopérer avec l'autorité de contrôle. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir un référent. Ainsi, quand la personne de la CNIL arrive pour vous contrôler, lui maîtrise le ou la personne référente maîtrise le dossier. Et être le point de contact avec l'autorité de contrôle. Next, s'il vous plaît, monsieur. Alors, qui peut être DPO? J'ai déjà un peu dit, hein, donc je vous ai mis l'article. Mais je vous le rappelle, le DPO ne peut pas être juge et partie. Alors, la CNIL revient-elle de sa visite? Prévient-elle de sa visite? Je ne crois pas. Mais dans certains cas, elle peut le faire. Donc, le DPO ne peut pas être jugé partie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas assurer des fonctions le conduisant à déterminer les finalités et les moyens d'un traitement. Donc en général, un DPO, ça ne peut pas être un directeur général, ça ne peut pas être un directeur administratif et financier, ça ne peut pas être un directeur des ressources humaines ou un responsable marketing. Vous voyez bien que le responsable marketing, lui, son objectif, c'est de récupérer de la data pour répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. Alors que le DPO va lui dire, alors attends, là tu veux prendre certaines données, je ne vois pas l'objet. Donc, vous voyez bien que c'est antinomique. Hein, donc, c'est important que les postures, les fonctions soient bien séparées. Next, s'il vous plaît.
On arrive au bout. On va encore avoir 10 minutes pour les questions. Alors, je vous ai mis quelques éléments de la CNIL, puisque la CNIL a publié un guide qui s'appelle le guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises. C'est hyper bien fait. C'est vraiment très utile. Et comme vous voyez l'image du milieu, hein, comme le dit la CNIL, si les données personnelles ne sont pas au cœur de votre activité, les moyens à déployer pour mettre en conformité au RGPD ne sont pas très importantes. C'est-à-dire que demain, vous êtes un boulanger, vous avez 2 salariés dans votre entreprise. Je peux vous assurer que vous n'allez pas y passer 3 semaines pour vous mettre en conformité au RGPD, ça va aller très très vite. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut désacraliser. Hein. Effectivement, dans certaines conditions, dans certaines données sensibles, vous prenez la photo de personnes. Là, ça peut être compliqué parce qu'il y aura des démarches complémentaires à faire, comme des analyses d'impact. On n'en a pas parlé, mais c'est parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais si la donnée n'est pas au cœur de votre métier, ça peut aller de manière assez simple. Hein. Alors, comment fait-on pour le DPO jugé partie si l'entreprise... Je ne vois pas en entier le message. Alors, si il ne comporte l'entreprise qu'un salarié. Ah oui, salarié, consultant indépendant, par exemple. Vous n'avez pas de DPO. Le DPO n'est pas obligatoire. Donc, s'il n'y a pas de DPO... Alors, vous avez la possibilité de prendre un DPO en externe, mais comme je vous ai dit, ça a un coût. Et quand vous êtes seul dans l'entreprise, vous avez la possibilité de ne pas avoir de DPO. Vous êtes le responsable de traitement. Et si la CNIL arrive chez vous, vous êtes capable de répondre, puisque c'est vous qui avez mis en théorie la conformité en place. Est-ce qu'il y a une démarche pour les restaurateurs dans le cadre du Covid qui, dans le cadre du Covid, doivent tenir des feuilles de contact? Ça, c'est intéressant parce que j'ai jamais eu la question et c'est vrai que je me suis pas penchée, sur la question. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'imagine, alors j'ai pas vu l'exercice, mais je crois que vous devez prendre le nom, le prénom et les coordonnées de la personne. Donc, ça veut dire que vous prenez des données personnelles de la personne. Vous avez une obligation de mettre en place une sécurité pour ces données. Donc, ça doit être tout simplement, moi je serai vous, demain je suis restaurateur et je dois prendre les données personnelles des clients dans le cadre du Covid. Je me fais une procédure en place particulière. Je peux avoir un cahier, parce que la donnée, elle n'a pas forcément à être enregistrée de manière informatique. Hein. Une donnée, elle peut être papier. Hein. C'est une donnée hein, et vous devez vous engager à la protéger. Hein. Donc, j'ai un cahier avec ces données. Je précise dans ma procédure qui a accès à ces données, où c'est que je stocke ces données et à qui je peux les mettre à disposition. Voilà. En général, je pense que c'est l'ARS peut demander ce genre de choses, ou peut-être la CPAM, je ne sais pas trop sur le dossier. Mais en tout cas, faites-vous une petite procédure en disant, voilà, je suis restaurateur, voilà ce que je fais pour que les données que je récupère tous les jours dans mon restaurant, elles sont écrites. Là, je les stocke, là, et elles sont sécurisées comme ça. Une entreprise avec 4 salariés, le chef d'entreprise, logiquement, est le responsable, donc pas de DPO. Mais le chef d'entreprise est de fait DPO. Non, il n'y a pas de DPO. Il y a la possibilité dans les petites entreprises et en fonction de... alors après, ça dépend de la sensibilité des données. Hein. Si vous prenez des données, vous êtes une petite entreprise de 4 salariés, mais vous prenez des données sensibles, des données biométriques, des données liées à la santé des personnes, là, vous êtes obligé de prendre un DPO. Et là, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de passer par un DPO externe. Mais à moins de prendre des données sensibles, vous pouvez ne pas avoir... besoin de DPO. Alors 0%, dois-je mettre le registre du personnel? Je n'ai pas compris le 0%. Ah oui, où dois-je mettre? Oui, tout à fait, le registre du personnel, ça c'est une source de données. Hein. Vous avez, à chaque fois que vous rentrez un salarié, alors de manière informatique ou de manière manuelle, vous enregistrez les coordonnées dans votre book, j'imagine. Là, quand vous faites le traitement gestion des payes, quand vous avez
toutes les données que vous avez récupérées des salariés et vous devez dire où sont ces données. Il y aura un onglet où ça sera registre du personnel. Alors, je vais juste remonter. Mince, j'ai pas vu le message là. Comment choisir? Juste un instant, je remonte. Voilà. Comment choisir un consultant externe? Sur quels critères avez-vous vous-même une certification RGPD? Donc, comment consulter? Alors, si vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver plein de consultants externes. Par contre, il y a tout. C'est comme toujours. Donc, il vaut mieux un petit peu faire le tri. Moi, je serais d'avis de vous conseiller. La CCI propose des formations DPO, des formations RGPD, où on peut vous fournir des listes de cabinets, cabinets qui sont sérieux sur la démarche RGPD. Que faire quand un client qui a acheté sur un site internet demande la suppression de son compte, sachant qu'il y a une facture à son nom en informatique et que tout il y est informatiquement? Est-ce que je peux supprimer certaines données dans le compte, mais pas tout le compte? Effectivement. Alors, il y a une législation très particulière sur Internet. Une facture, vous ne pouvez pas la supprimer comme ça. Donc, si la personne veut que vous supprimiez la facture, il va falloir qu'elle le justifie. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir dire, oui, je veux bien supprimer certaines données de votre compte, je veux bien désactiver, par exemple, l'envoi d'email, mais votre facture, j'ai l'obligation légale de la garder pendant 5 ans. Et ça, vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'une obligation légale, hein, et vous pouvez le justifier. Et la CNIL ira dans votre sens. Là. Et si j'ai une visite de l'inspection du travail sans avertissement, ne dois-je pas laisser le registre à disposition? Je pense qu'avec l'inspection du travail, je pense que quand même, là, faites attention, il y a le RGPD d'un côté, d'accord, et il y a la législation française. La législation française, elle vous impose de fournir, j'imagine, le registre du travail auprès de l'inspecteur. Et là, vous avez pas trop le choix. Mais par contre, vous pouvez mettre dans votre liste de traitement, dans les tableaux bleus que je vous ai montrés, qui peut avoir accès à ces données? L'inspection du travail. Donc, si vous avez une plainte de n'importe qui dans ce sens-là, légalement, vous êtes capé, hein, puisque vous respectez la législation. Alors, je ne sais plus si oui, on a encore une ou deux slides. Donc, next, s'il vous plaît, monsieur. Oui, il est déjà 54. Donc, oui, alors, les slides, en fait, je vous ai remis les coordonnées des personnes de la CCI que vous pouvez contacter justement pour un accompagnement, puisqu'on a développé avec la CCI un accompagnement qui va de 2 à 4 jours sur le RGPD. Comme je vous disais tout à l'heure, le plus long, c'est de rechercher où c'est qu'il y a de la donnée. Parce que des fois, il y en a partout. Hein, on a des listes de fournisseurs. Alors, des listes de fournisseurs, ça ne pose pas trop de problèmes en soi. C'est juste que ces fournisseurs, on a plein de noms attachés à cette entreprise. Parce que c'est un fournisseur, on connaît le nom de l'assistant, du commercial, du directeur, du directeur général, du directeur commercial. Ça, c'est quand même de la donnée. Il faut savoir que ce fichier avec la liste des fournisseurs, le nom des fournisseurs, les mails personnels de certains fournisseurs, on les a et qu'on a l'obligation de le protéger. Voilà, donc ça doit être sur un serveur sécurisé, comme toutes les données que vous pouvez avoir. Et la dernière slide, comme je dis souvent, il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour se lancer dans le RGPD. En 2 jours, vraiment, si la donnée n'est pas la base de votre activité, votre conformité, elle est en place. Voilà. Et, je vous dis, il y a 4 outils. Hein. Je fais la liste de traitement, je fais un registre, je fais un registre je fais une fiche de registre pour chaque traitement, je fais une procédure de sécurisation des données et quatrième étape, pardon, et je mets à disposition des moyens pour pouvoir rectifier ces données. Est-ce que l'on considère Google Drive ou équivalent comme une conservation sécurisée? Le problème, c'est pas Google Drive, c'est qui a accès à votre ordinateur. Est-ce que vous avez mis des mots de passe, par exemple?
En théorie, oui, c'est lié à votre adresse Gmail, c'est lié à un mot de passe. Donc là, c'est sécurisé. Mais par exemple, si vous expliquez que votre ordinateur, c'est aussi votre ordinateur personnel et que tout le monde peut jouer avec, là, ça va être plus complexe. De toute manière, ce que je vous conseille vivement, hein, c'est l'ordinateur. Il y a une version pro et une version... il y a un outil pro et un outil perso. Surtout dans le cas du RGPD. C'est pour que les choses soient assez claires. Et donc voilà, j'en ai terminé. Et je suis disponible pour vos questions. J'ai un peu trop parlé. Je suis désolée, Jean-Marc. Je vais me faire Non, c'est parfait en termes de timing. Le prochain webinaire est à 11 h, donc on a encore D'accord. Alors, attendez, je crois que j'ai encore une question. Donc, bien entendu, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, lorsque je mets des données à disposition de clients pour vérifier une liste de contacts, ce client peut les diffuser? Non. Faut-il prendre des précautions? Merci beaucoup, c'était très clair. Oh, ben merci, merci Maria. Ben j'espère que c'était très clair et surtout que vous avez envie de vous lancer dans la démarche. Parce que vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Je reviens juste à la question de Charles. Non, vous n'avez pas le droit de donner une donnée sans le consentement de la personne. C'est-à-dire que demain, moi, je vous donne mes coordonnées, Charles, avec mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Et vous dites, bah, tiens, ces données-là, je vais les donner à un prestataire ou à un client. Non, à moins que vous ayez mon accord. Vous devez avoir mon consentement. Je peux dire oui, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais sans mon consentement, vous n'avez pas le droit de diffuser mes données. C'est pour ça que je suis encore très surprise. J'assiste encore à des conférences ou à des ateliers où on m'explique, oui, mais j'ai acheté plein de fichiers avec des adresses mail, avec des adresses, avec des numéros de portable. Mais je dis, mais le consentement là, des personnes, vous l'avez? Oui, ça doit être bon. Bah, ça doit être bon. Moi, je suis de l'école où il est préférable d'avoir, je pense qu'il est préférable d'avoir un fichier client plus restreint, mais un fichier client sain. C'est-à-dire où les données que j'ai, c'est des données avec des vrais gens, avec des données qui sont justes, et surtout des données que j'ai récupérées légalement, et sur lesquelles j'aurais pas de soucis après, plutôt que de faire du marketing de masse qui, à mon avis, est complètement obsolète. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Charles. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je n'en vois plus. Bon, mais écoutez, j'espère que ça a été assez clair sur le dossier. Alors, je crois que Elisa est en train de nous écrire un petit message. On va voir si c'est encore une question. Elisa Garcia, je repère ce nom. En tout cas, voilà, moi, ce que établissement régional, merci. Ah, oui. Merci beaucoup, ça donne envie de devenir DPO. C'était pas l'objectif. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas dans quel sens vous l'interprétez. Ouais. Voilà, moi je vous dis juste, il y a tout sur le marché. Il faut faire attention aux DPO. J'ai pu voir dans mon entourage que tout le monde n'est pas carré et sérieux sur ce dossier-là. Donc, vous êtes une petite entreprise, faites-vous accompagner, la CCI peut vous accompagner, la CNIL, il y a vraiment des gens formidables qui sont là pour vous aider, pour vous orienter. Moi, je les appelle très souvent, la CNIL. Ça a été un peu compliqué pendant le confinement, mais après, ils sont vraiment là pour vous répondre. Et j'ai toujours réponse à mes questions. Donc, il y a moyen de faire, si vous n'avez pas l'obligation de prendre un DPO, il y a moyen de faire sans. Je ne vais pas me faire des amis du côté d'entreprise qui propose cette prestation aujourd'hui. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et démystificateurs, très bien. Bonne journée, Véronique, merci. Donc en tout cas, lancez-vous, n'attendez pas de voir la CNIL débarquer. Je pense que ça permet aussi d'être un peu plus serein sur ce dossier. Une fois qu'on a nos documents, comme je l'ai dit, une fois qu'on a notre classeur, alors classeur papier ou informatique, au moins les documents sont là. Jeter un petit coup d'œil une fois par an, un petit audit permet
de faire le point. Et au moins, on sait que on ait des questions de la CNIL, qu'on ait des questions des consommateurs, on sait quoi faire. Merci Véronique, c'était parfait. Bon, on a bien tenu, on est à peu près à 1 heure, c'est parfait. Ouais, Hein. impeccable. Donc, De toute façon, on aura le replay, on aura la présentation et vous serez tous destinataires d'un email avec le lien vers le replay ainsi que les replays des 15 webinaires de la semaine. Ça va arriver chez vous au courant de la semaine prochaine. S'il y a une urgence, ben, vous avez eu les coordonnées de Véronique, les miennes ou celles de Karim. Vous pouvez également les retrouver sur notre site web. Nos conseillers commerce pour les commerçants connectés sont également disponibles. Maria était en ligne, donc elle est maintenant complètement au fait de la procédure. Voilà, donc on est là pour vous aider, vous accompagner. Donc encore merci à Véronique et merci à tous et très bonne journée à vous. Merci à tous, merci de votre écoute et au plaisir de vous voir et de vous entendre dire que vous êtes en conformité RGPD. Au revoir, bonne journée.